Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Je voudrais démarrer cette table ronde juste avec, non pas beaucoup de chiffres, mais juste 3 chiffres qui sont extraits de l'étude sur le coût de l'information qu'on a pu réaliser donc, à laquelle il a été fait allusion. 3 chiffres, donc 3 milliards, Charlotte l'a rappelé, c'est ce qu'on a évalué comme étant le coût de production annuel de l'information pour les médias grand public, hors donc presse professionnelle et agences de presse. 44% de ce coût est assumé, porté par les entreprises de presse écrite, lesquelles entreprises de presse écrite touchent un tiers des revenus, un tiers de la ressource. Et sur ce tiers de la ressource, 26%, à peu près un quart, vient de la publicité. Ça, c'est les 3 chiffres que je voulais rappeler. Puis en rajoutant peut-être un élément de dynamique sur ce que mentionnait Christopher Baldelli à l'instant sur la dynamique à l'horizon 2030. Au cours des 10 dernières années, les recettes de publicité de la presse ont baissé de 42% d'après les chiffres de la DGMIC et de l'ARCOM. Et la perspective, c'est encore 33% de moins, un tiers de moins à l'horizon 2030. Donc, on va commencer par une distribution générale de Xanax. Et ensuite, je vous propose qu'on rentre dans le débat. Peut-être, il a été fait mention plusieurs fois d'urgence et d'une situation d'urgence. Peut-être, Pierre, vous représentez avec le groupe Les Échos un peu l'ensemble des familles de la presse. Vous avez de la presse quotidienne nationale, vous avez de la presse quotidienne régionale avec Le Parisien, vous êtes aussi présent dans les magazines. Est-ce que l'urgence, elle est partout la même? Est-ce qu'il y a des secteurs et des segments qui sont un peu épargnés et d'autres plus touchés? Je suis un peu embêté quand tu penses Xanax, tu t'adresses à moi tout de suite. Enfin, il y a quelque chose qui me surprend. C'est ton côté apaisant. J'ai plutôt un côté jovial habituellement, mais là je suis un peu surpris. Non, moi j'étais assez impressionné en écoutant la suite des interventions depuis ce matin avec un philosophe, une certaine emphase dans son propos, mais quand même un fond qui nous appelle à réfléchir. Et puis ce qui a succédé, Nathalie, on se connaît bien et ça fait des années qu'elle travaille comme moi sur les GAFAM. On a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a effectivement, sans verser dans le pessimisme, il y a un moment de gravité qu'il faut partager. Le lieu, évidemment, nous y invite. Un moment de gravité parce que si ce genre de colloque se tient, et si on veut qu'il soit utile, et si on veut qu'il y en ait peut-être plus tard qui se disent c'était un point de départ pour une prise de conscience collective, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective véritable. Il faut qu'elle soit véritable, il faut qu'elle soit partagée. Moi, ce que j'ai vraiment en tête depuis un moment, c'est que on a un problème collectif à régler, j'essaie de le décrire rapidement, et la solution ne peut qu'être également collective. Quand on parle de cette presse souvent décrite, et c'est inégalement réparti, mais souvent malade ou qui va mal, elle est dans un paradoxe complet parce qu'on n'a jamais eu autant de lecteurs, donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner pour commencer, mais on n'a jamais eu peut-être autant de problèmes. Quand on parle de publicité, tu rappelais 25% de nos revenus en général sont liés à la publicité, après il y a la diffusion, les abonnements, tout ce qui peut compléter nos revenus. On sait qu'on va vers un monde dans lequel, en 2030, d'après ce qui est écrit dans les tendances aujourd'hui, à peu près 50% de la publicité serait captée par 4 acteurs. En France, on a 18 milliards, je crois, d'investissements publicitaires par an. Il faudrait imaginer que 9 à 10 milliards soient captés par 4 acteurs. Ça a une incidence sur tout l'écosystème. Ça n'a pas qu'une incidence sur la presse. Ce que je veux dire par là, c'est que on est vraiment réunis dans ce problème-là. Bien sûr, la presse, qui a déjà perdu la moitié de ses revenus publicitaires en 10 ans, c'est ce qu'on apprend quand on arrive, quand on revient dans le monde de la presse. Effectivement, on se dit, première bonne nouvelle, on a déjà perdu 50% de tous nos revenus en 10 ans. La presse en souffrira, mais il y a également, je pense de façon très claire, un problème qui est posé aux annonceurs, ça a été peut-être mentionné tout à l'heure, beaucoup plus aigu qu'ils ne le pensent. Et ça, je voulais vraiment essayer de partager cette conviction avec vous. Et aux agences médias, parce qu'après tout, on se posera la question de leur raison d'être quand il n'y aura que 4 destinations à servir, avec des ensembles de programmes complètement automatisés. Je ne vois pas très bien comment on continuera à motiver des jeunes femmes et des jeunes gens pour faire ces métiers, pour ne pas les quitter tout de suite, pour ne pas aller faire d'autres métiers ailleurs, si c'est devenu aussi mécanique. Du côté des annonceurs, je pense qu'il faut avoir vraiment en tête une chose, c'est que dans le monde des oligopoles, personne ne vous entend crier. Nous, on le sait depuis un moment, on le vit depuis un moment. Ça sera pareil pour beaucoup d'annonceurs. Quand on pense qu'il y a 10 ans, je
pense au groupe Carrefour, je connais très bien, j'adore le dirigeant, mais il ne pensait pas avoir en Amazon un concurrent aussi violent. C'est devenu un concurrent violent. Pour la plupart des groupes industriels qui opèrent aujourd'hui, on peut être disrupté, on peut être surmonté, on peut être détourné, on peut voir sa marque éventuellement abîmée ou transformée ou concurrencée par de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs se concentrent souvent autour de quelques grands acteurs, américains en l'espèce, un peu chinois aussi aujourd'hui. Donc personne n'est à l'égard de ça, à l'écart, et personne ne peut se tenir à l'écart de ça. Donc la responsabilité face aux oligopoles, elle est collective. L'oligopole est vraiment pour moi le pire ennemi du libéralisme, qui est une valeur à laquelle je suis assez attaché évidemment. Quand on travaille aux Échos, c'est assez fondamentalement la conviction qu'on a. Le pire ennemi du libéralisme, c'est le monopole. Le deuxième pire ennemi, c'est l'oligopole. C'est quand on ne peut pas fonctionner librement, quand on ne peut pas se faire concurrence librement, on a ce danger-là. Donc le lien presse-démocratie, il a été établi, je ne vais pas revenir là-dessus de façon trop lourde. C'est un lien qui, semble-t-il, appartient à tous les fondamentaux, enfin à l'ontologie même de nos démocraties. Si on n'est pas bien informé, si on est désinformé, si on est dans des tunnels cognitifs, si on est dans des endroits où on passe son temps à se réaffirmer, à se renforcer dans des convictions qu'on a déjà, on ne forge pas un dialogue collectif, on ne forge pas ce partage-là. Et ça aussi, ça concerne les marques. Quand les marques, par exemple, édictent ou indiquent, il y a des listes de mots à côté desquels elles ne veulent pas que leurs annonces paraissent. Cette liste-là, c'est une liste qui est mortifère pour la démocratie. Ce n'est pas aux marques, pardon de le dire, ce n'est pas aux marques à déterminer quels sont ces mots-là. Quand elles communiquent de leur côté, grand bien leur face, elles peuvent communiquer selon les canons publicitaires et les environnements qu'elles souhaitent avoir, mais quand elles communiquent dans le monde des médias d'information générale en particulier, on ne doit pas subir ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez dévoyé et qui est de dire on ne voudrait pas être abîmé par la présence d'une photo de guerre, d'une photo d'un enfant malade. Malheureusement, c'est aussi le rôle de la presse d'information générale de partager ça, et c'est si elle le fait et qu'elle le fait bien et qu'elle est grande en le faisant que les marques auront toujours intérêt à annoncer chez elles. Encore une fois, moi je ne rêve pas d'un monde dans lequel on n'aurait que 4 endroits où annoncer. Je pense que ce monde-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour, encore une fois, la formation des opinions et pour la diversité. Je rêve d'un monde beaucoup plus divers. Et d'ailleurs, pour ça, la diversité, elle passe par l'unité. J'y reviendrai peut-être si tu as, après cette réponse d'une demi-heure, l'occasion de me poser une autre question, mais je le souhaite. Et j'aurai à ce moment-là peut-être des propositions concrètes à formuler dans l'ordre de la réunion de nos divisions. L'ensemble des marques médias ont beaucoup souffert de leurs égoïsmes. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a des années, j'étais PDG de l'AFP et j'ai lancé effectivement le premier procès contre Google à l'époque, c'était le principal GAFA. Et les grands visionnaires autour de moi du monde de la presse me disaient surtout ne fais pas ça, ils vont nous enrichir, on va gagner beaucoup d'argent avec eux, il ne faut surtout pas se battre contre eux. Bon, je pense qu'on a manqué de clairvoyance, on a manqué d'unité, on a manqué de vision collective. Il y a des endroits où ça a été fait, dans le domaine par exemple des régies de la PQR, ça peut être fait de façon plus forte aujourd'hui, je pense, dans la PQN, et même de façon plus élargie, si on veut constituer un socle d'offres intéressant. Merci beaucoup. Donc, comme quoi on peut être patron des Échos et avoir le style Fidel Castro en même temps. Des mots-clés, beaucoup de mots-clés dans ce que vous disiez, Pierre, sur les blocklists, sur la distribution et ce qu'on entend parfois évoquer, une forme de loi Bichet du numérique, sur les droits voisins aussi, en référence à la période effectivement de l'AFP aux premières procédures. Mais si vous voulez bien, et pour les suivants, je vous propose qu'on fasse un premier tour un peu sur le constat, et j'espère qu'on arrive au deuxième sur les propositions que vous pouvez avoir. Je le mentionnais au départ, la publicité, c'est un gros quart des recettes de la presse. Ça veut dire, à contrario, qu'à la différence de l'audiovisuel, il y a plus de 2/3 des recettes qui viennent du lecteur. Et peut-être François-Xavier Lefranc, Ouest France a pris une initiative il y a quelques semaines commentée d'afficher à sa une un lien particulier avec une forme de transparence sur d'où je parle, avec donc un message en direction de ce lecteur et de ce lien de confiance. Est-ce que ça crée quelque chose de particulier aussi? Est-ce que ça transfère quelque chose dans la relation avec les annonceurs? Ce triptyque éditeur, lecteur, annonceur. Oui, tout à fait. En fait, c'est un effort de transparence absolument nécessaire en direction des lectrices, des lecteurs et évidemment des annonceurs.
Donc l'actionnaire unique de Ouest France est une association à but non lucratif du groupe Ouest France qui s'appelle l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Donc le nom est un peu long et un peu pompeux, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Nous sommes là pour défendre la démocratie humaniste. Elle est durement attaquée aujourd'hui. Et donc il n'y a pas d'actionnaire à Ouest France et tout l'argent est redistribué dans l'activité de nos entreprises. Donc on le met à la une. Et surtout, on engage avec nos lecteurs, mais aussi avec les annonceurs, une conversation permanente pour dire qui nous sommes, comment nous travaillons, ce que nous faisons, pourquoi nous faisons les choix que nous faisons. Et on le fait aussi avec les annonceurs. Moi, j'aime beaucoup recevoir des annonceurs, des petits annonceurs, des grands annonceurs, pour tout montrer. Montrer qu'on a une éthique, montrer qu'on a des règles, et montrer qu'on a envie de leur proposer un écrin de qualité, avec surtout un public qui est extrêmement investi dans la lecture de nos supports. Ça, c'est absolument essentiel. On développe une politique d'abonnement très costaud. C'est-à-dire les gens paient avant de nous lire, pour beaucoup. Et je pense que pour un annonceur, ça doit aussi être rassurant. Expliquer aussi le contexte dans lequel on vit, parce qu'il faut quand même dire les choses. On parle des GAFAM, on parle de grandes entreprises dont l'activité porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes, il faut le rappeler, de grandes entreprises qui souvent refusent d'appliquer le droit. Quand M. Musk dit « je ne paierai pas les droits voisins », M. Breton, c'est comme ça. Et quand Thierry Breton lui dit « faites attention quand même au contrôle de ce que vous diffusez » et qu'il répond « je ne vois pas de quoi vous parlez », on a affaire à des brillants, enfin, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Les droits voisins, nous à Ouest France, on avait à peu près repéré une trentaine d'acteurs qui étaient censés payer les droits voisins, en regroupant un petit peu tout le monde. Il y en a 2 qui paient des droits voisins, c'est Facebook et Google. Et on sait tous que pour que Facebook et Google paient les droits voisins, c'est pas simple. Donc l'application du droit aujourd'hui n'est pas assurée. Le droit existe, grâce à l'Europe notamment, DSA, DMA, mais pour appliquer le droit, c'est pas possible. Et c'est très concret. Pour retirer un message d'insulte ou de menace de mort sur un réseau social, c'est très dur, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein. Nous, on est en procès avec Twitter, il y aura un jugement encore demain. C'est quasiment impossible. Donc, si on ne se bat pas avec férocité contre ça, effectivement, il y a un risque que tout s'écroule. Bien, je continue à allonger ma liste des sujets sur lesquels on va revenir, sur les droits voisins, par exemple. Juste peut-être vous faire rebondir sur une expression que vous aviez eue quand on a échangé pour préparer cette conversation, sur le côté communauté, enfin communauté volontaire, ceux qui achètent tous les jours Ouest France ou qui y sont abonnés, qui résonne presque en creux par rapport à la notion de réseau social qui est peut-être beaucoup plus floue et avec là aussi des conséquences ou un sens pour les annonceurs sur la façon dont la publicité est perçue. Oui, alors on a à Ouest France, mais Jean-Nicolas pourrait dire la même chose et bien d'autres aussi, on a la chance d'avoir un public finalement très divers. Des gens qui ont des opinions très diverses, des gens de tous âges, de tous horizons. Et pourtant, ces gens-là se retrouvent sur la lecture d'un média. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils viennent lire ce média, avec lequel ils ne sont évidemment pas d'accord tous les jours. Et je pense que la façon dont on travaille cette communauté de lecteurs, elle est, je pense, centrale. Ça demande beaucoup d'écoute, ça demande beaucoup de moyens. Nous, on a mis en place un service avec des journalistes professionnels. Il y en a 4, dont toute la journée, leur métier, c'est d'être en contact avec les lecteurs. Et on est en train de mettre en place des procédés conversationnels avec les lectrices et les lecteurs, mais aussi avec les annonceurs, pour être à l'écoute en permanence, répondre aux questions, être attentif et sentir un petit peu sentir un petit peu les attentes. C'est extrêmement intéressant et je pense que moi, j'ai un peu de bouteille. Je trouve que ça donne à notre métier une dimension exceptionnelle. On vit une époque exceptionnelle, très dure, mais exceptionnelle, vraiment. Donc, pour parler un peu en langage de comptabilité, c'est une sorte un peu d'actif incorporel de la presse, ou du lien avec le lecteur. On parle souvent en termes plus publicitaires, de qualité du contexte, etc. Ciblage contextuel. Vous ajoutez une dimension qui est aussi cette dimension de communauté. Oui, qui fait que le lecteur est impliqué comme il ne l'a jamais été. Je pense beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Je le crois sincèrement. Parce en plus, il est exigeant. Il affiche une exigence très forte compte tenu du monde dans lequel on vit. Et donc, on doit apporter des réponses à ça.
Peut-être pour faire rebondir Constance Blinquet sur ce sujet. Alors, prof, peut-être qu'on est dans une forme de syndrome de Stockholm. Depuis ce matin, on a finalement beaucoup plus parlé de publicité digitale et du monde digital que du monde print. Il se trouve que Match, le JDD, c'est à la fois du print, mais aussi, enfin, du digital, mais aussi du print et de la vidéo. Comment est-ce qu'on met tout ça en résonance pour optimiser la valeur apportée au lecteur, optimiser aussi la valeur portée à l'annonceur? Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser tous nos canaux pour toucher au mieux nos lecteurs, nos auditeurs, etc. Donc c'est important aussi de se développer sur tous les canaux. Il y a une approche, je vais reprendre ce mot de Alexandre Bompard que j'aime bien, qui est l'approche figitale, c'est-à-dire à la fois physique, parce que c'est vrai que quand vous allez dans un kiosque, vous avez une démarche proactive, pas dictée par un algorithme. Vous choisissez, vous achetez un magazine, vous pouvez y revenir, vous pouvez le re-regarder. Donc cette approche physique est très importante et en même temps, évidemment, ce lien digital qui fait qu'on peut toucher un lecteur sur plusieurs canaux et qui nous donne une dimension encore plus importante. Moi, je voudrais aussi revenir sur ce que disait Hervé Navellou tout à l'heure, sur notre relation avec les annonceurs, qui est très très importante. Aujourd'hui, on a un rôle, je pense, nous les éditeurs, c'est d'une part de faciliter à travers les outils, à travers les mesures d'audience, le travail des agences médias pour développer leur productivité d'une part, et puis d'autre part aux annonceurs, leur donner, on le disait aussi tout à l'heure, des environnements qui sont encore plus intéressants, un lien avec des incarnations de journalistes très forts, et ça c'est vrai que c'est uniquement dans nos journaux et dans nos magazines, dans les autres médias évidemment aussi. Et puis, il y a une chose qui m'a frappée, et un mot que tu n'as pas employé, qui est la solidarité. Je trouve que les annonceurs, quand c'est vrai qu'on voit que la croissance aujourd'hui de la publicité digitale est captée par 80% de GAFAM, c'est un petit peu inquiétant pour nous. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais ça, c'est des chiffres qui sont quand même très importants. Vous avez une responsabilité de ne pas faire travailler des enfants dans des pays, etc. Mais il devrait aussi y avoir en France, ou dans le monde, une responsabilité d'investir. Alors, est-ce que ça doit être contrôlé comme la RSE, tout ça, je ne sais pas. En revanche, je ne sais pas si ça doit être une taxe. Non. En revanche, c'est une solidarité de nos médias, de notre information, et de nous aider là-dessus. Ce sont des termes qui sont, pour moi, à mon avis, assez importants. On y reviendra là aussi parce que il y a un petit côté, parfois aussi, toi le ciel t'aidera. Peut-être que la presse pourrait faire davantage dans sa communication avec les marques, avec les annonceurs, peut-être dans la valorisation de sa performance. Enfin bref, on y reviendra, mais pour continuer ce tour de table et se tourner vers Fanny Delarue, vous représentez donc Le Messager. Le Messager, c'est le pôle de PHR, de presse hebdomadaire régionale du groupe Rossel. Et contrairement à ce que Rossel pourrait suggérer, vous n'êtes pas dans le Nord, vous êtes dans les Alpes. Vous allez nous raconter peut-être en une phrase, mais dans cette dimension de communauté qu'évoquait François-Xavier Lefranc à l'instant et Constance, comment est-ce que, enfin j'imagine que quand on est sur des marchés ultra locaux, c'est vraiment là-dessus le ressort sur lequel on appuie le plus naturellement et le plus nécessairement? Alors exactement, donc la PHR, c'est quand même la presse d'hyper proximité. Alors souvent on a tendance à dire que c'est la presse du dernier kilomètre. Bon, je trouve ça un peu moche. C'est surtout la seule à produire de l'information qui se passe au plus proche de chez vous, c'est-à-dire ce qui se passe dans votre association, à l'école de vos enfants, les travaux qu'il y a dans votre rue, et c'est la seule qui aujourd'hui est encore capable de la produire. Un confrère, Francis Gonant, a tendance à dire que c'est la presse hebdomadaire, c'est la stratégie des petites mailles. Et c'est vrai que quand Nathalie Sonac parle de la désinformation, en fait, on est un des premiers remparts, puisque la presse de proximité, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, en tout cas hyper locale, c'est la dernière presse médias d'information avant la désinformation. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, où clairement, ce sont nous les locaux, nous les petits, nous les petites mailles qui disparaissons et qui du coup créons cet écosystème de désinformation et de polarisation. Sur la partie publicitaire, alors le groupe Le Messager, la publicité représente 60% du chiffre d'affaires. En y intégrant les annonces légales, si je les enlève, je suis autour des 45-50%. Donc c'est vital. La publicité, c'est aussi un moyen de donner l'accès à l'information. Donc, sur le modèle d'ailleurs de Ouest France, lorsqu'on a dû faire des augmentations de tarifs, parce qu'on a un effet, on est dans une logique d'inflation, on est tous en difficulté, les charges augmentent et nos ressources baissent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On augmente notre prix,
nous sommes des entreprises. Et donc, du coup, pour éviter de faire subir de manière trop forte l'augmentation à nos lecteurs, puisque plus on augmente le prix, moins les gens peuvent y accéder de manière mécanique. Et donc, du coup, la part que prend les annonceurs, et donc la publicité dans l'accès à l'information, est essentielle. Et est essentielle surtout sur le modèle du messager, dont la part, je viens de vous l'expliquer, est quand même très importante. Ce que moi je souhaite vous dire, c'est que la presse hebdomadaire, comme elle n'est pas présente sur le marché parisien, elle est peu connue ou mal connue, alors qu'elle est hyper puissante. C'est quand même plus de 220 titres en France, 150 sites d'information, c'est 24 millions de personnes qui sont touchées par mois. Et d'ailleurs, j'en profite c'est la minute promo, pour saluer nos confrères d'Espace PHR qui sont là, qui commercialisent justement les emplacements sur le marché parisien. Mais finalement, moi, le marché national sur le périmètre du messager, c'est seulement 3% de mon chiffre d'affaires. C'est formidable parce qu'on parlait il y a 1 minute et demie pour la presse de mieux vanter sa performance et on voit que cette table ronde a déjà porté un premier output. On sait maintenant que les équipes d'Espace PHR sont dans la salle. Donc ils ont les bons de commande. Peut-être un point, puisque vous êtes sur un marché, encore une fois, ultra local. Oui. Hyper local. Hyper local. Dans les échanges là aussi qu'on a eu, on vous demandait, mais est-ce que vous n'êtes pas tenté de faciliter les démarches pour vos annonceurs, de vous aligner un peu sur Google ou les réseaux sociaux qui sont vos concurrents aussi très directs, en mettant votre commercialisation en self-service ou en automatisant ça? Et vous nous avez dit, vous avez failli raccrocher en fait, pour être honnête. Est-ce que vous pouvez juste développer en une phrase? Alors effectivement, les annonceurs locaux, ce qu'ils veulent voir, ce sont des gens. Ils n'ont pas de système d'automatisation. D'ailleurs, souvent les réseaux sociaux, ils nous disent oui, j'ai un Facebook, je fais déjà du Facebook. Ah, d'accord, mais vous faites quoi? Comment vous communiquez sur Facebook? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Quel contenu vous apportez? Mais souvent, ils savent déjà, au bout de la deuxième question, ils ont déjà lâché complètement. Donc nous, l'hyperproximité, encore une fois, nous avons des hommes, nous avons des journalistes, mais nous avons aussi des commerciaux locaux qui font le lien, qui conseillent et qui finalement font un peu parfois le rôle d'agence, de conseil pour le local, pour les supports locaux, pour pouvoir ensuite avoir une bonne stratégie de communication sur le territoire. Parce que finalement, lorsque une entreprise souhaite toucher un territoire hyper local, les acteurs, on n'est pas hyper nombreux, hein. Donc en quelque sorte, il faut doubler l'écrin dont parlait tout à l'heure François-Xavier Lefranc, l'écrin apporté au lecteur, par aussi une forme d'écrin, en tout cas d'accompagnement à l'annonceur. Ce qui veut dire dans les régies, des équipes, du monde. Vous avez combien de commerciaux au messager? Une dizaine de commerciaux et on est présent sur 3 départements. La Haute-Savoie, la Savoie et l'Ain. Mais effectivement, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est faire du lien. Nos valeurs, c'est faire du lien entre les hommes, tant par le produit que l'on diffuse, mais aussi dans toute notre relation client, qu'elle soit avec les abonnés comme avec les annonceurs. Donc nous, on ne veut pas être plateformisé. Mon titre n'est pas une plateforme. Effectivement, je rejoins l'aspect communautaire qui est très important. On met en place des communautés d'annonceurs avec des rencontres régulières. On met en place des communautés par WhatsApp, notamment auprès des lecteurs, des communautés de rencontres. Aujourd'hui, moi, ce que je vois sur mon territoire, c'est qu'on a besoin de se rencontrer, on a besoin de partager, on a besoin d'échanger. Et le média, d'ailleurs, il a été créé comme ça. Le messager, il a été créé il y a 125 ans comme ça, pour que les personnes se rencontrent et échangent. Alors au départ, c'était le messager agricole, donc c'était très spécifique, pour se donner des bons tuyaux, des conseils. Et en fait, c'est toujours pareil aujourd'hui. Ils attendent toujours ça de nous. Et c'est ce qu'on doit leur apporter, et on renforce encore plus ce lien avec eux, qu'ils soient annonceurs, lecteurs. Merci, on va rester dans la manière de commercialiser en se tournant vers Jean-Nicolas Bellet. Alors, on s'est presque demandé si vous aviez votre place autour de cette table, parce que vous êtes en croissance. Donc, on a envie de dire, non, plus sérieusement, justement, vous avez changé des choses dans la manière de commercialiser, de pousser le groupe La Dépêche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu la démarche que vous avez suivie, pourquoi, et puis finalement, aujourd'hui, à quoi ça vous conduit? Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous permettez, je ne vais pas du tout répondre à votre question. Je vous en prie.
Parce que, étant donné que la table ronde est limitée et que je parle en dernier, il est probable que je ne reparle pas après. Si, ça, c'est Donc, non. organisé, je vous le garantis, en tout cas, Mais mais allez-y. je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas, mais je voudrais quand même qu'on parle d'un sujet qui pour moi est très important. D'abord remercier les organisateurs de ce colloque de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet démocratique qui pour moi est fondamental. Et je voudrais parler du rôle politique des annonceurs dans tout ça, parce que c'est fondamental. En réalité, la société que nous sommes en train de créer, et qu'est-ce qui s'est passé dans notre univers ? Il y a une vingtaine d'années, nous avons vu apparaître des réseaux sociaux. Facebook est né en 2006, donc ça fait 18 ans. Et nous avons été intermédiaires sur une certaine partie de notre lectorat, mais surtout sur le marché publicitaire. Pourquoi ? Parce que ces réseaux-là sont capables aujourd'hui de fournir des KPI qu'attendent les annonceurs, qui sont très performants. Ces KPI, c'est l'engagement, la rétention, la capacité à générer du clic, l'interaction. Et la question, c'est comment font-ils, en fait, pour générer cet engagement-là ? Ils jouent sur une corde très sensible qu'on appelle l'émotion. En créant de l'émotion, que ce soit la joie, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la dépression parfois, en fait, ils génèrent cette drogue que chaque être humain a envie de ressentir et qui fait que ça devient très addictif, qu'on retourne régulièrement sur les réseaux sociaux parce qu'on a besoin de notre shot d'adrénaline, de notre shot émotionnel. Et ce faisant, il crée de l'attention. Et c'est l'attention qui intéresse les annonceurs, bien entendu, parce que quand on a capté l'attention d'un internaute, derrière, on peut lui délivrer un message publicitaire. C'est pas quelque chose qui est né avec les réseaux sociaux. On en parlait déjà à une certaine époque quand on disait qu'on vendait de l'espace publicitaire ou de l'espace de cerveau disponible pour certains, pour Coca-Cola. Le système n'a pas changé. Ce n'est pas notre métier. Nous sommes des producteurs d'informations. Nous sommes là pour faire de l'analytique, pour faire de l'analyse, pour donner à notre lectorat les clés de compréhension de la société dans laquelle il vit. Et c'est là toute la différence en fait que nous faisons avec les réseaux sociaux. Par ailleurs, nous vivons d'un modèle économique qui est mixte. D'une partie, nous avons des lecteurs qui payent pour lire nos contenus. Je le dis bien, ils payent pour lire nos contenus, donc ils sont engagés bien sûr. Et de l'autre côté, nous avons la publicité. Les réseaux sociaux ne vivent que de la publicité. Et donc, comme toute entreprise, ils vont chercher à mieux répondre à ce que leur demandent les annonceurs. Plus on demande d'engagement, plus on demande de compétition, plus on demande de rétention, et plus les algorithmes vont se mettre à fonctionner de cette façon. Mais le danger d'une société qui fonctionne uniquement sur l'émotion, on le voit aujourd'hui, c'est une société qui reste sur le superficiel, parce que pour générer de l'émotion, il faut, dans les 5 premières secondes de la vidéo, avoir des entrées très fortes. Il faut avoir des vidéos très courtes. Il n'y a plus de format long. Il faut aller vite, il faut scroller. Et du coup, ça nuit au débat de fond. Et une société qui n'a plus de débat de fond, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez, 18 ans après les réseaux sociaux, nous avons regardé la réalité du débat politique. Nous avons des extrêmes qui n'ont jamais été aussi forts. Et ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Alors bien sûr, le modèle des médias est en souffrance, puisqu'une partie de nos revenus publicitaires a migré sur ces réseaux-là. Et c'est pour ça que j'en appelle aujourd'hui aux annonceurs. On est dans une société qui ne cesse de parler de responsabilité sociétale, qui ne cesse de dire qu'il faut mieux consommer, qu'il faut arrêter d'acheter de la fast fashion, qu'il faut arrêter de se déplacer de moins prendre l'avion, de privilégier les mobilités douces. Je crois qu'il faut aussi se poser la question de quel monde on veut demain quand on parle d'une information qui aujourd'hui n'a plus les moyens de se financer au profit d'un monde émotionnel qui est régi par non pas des êtres humains mais des algorithmes qui donnent des KPI certes performants, mais au fond, est-ce que c'est pas au détriment du débat et de notre société ? Et ça, c'est un enjeu démocratique. Ça peut paraître paradoxal finalement qu'un média porteur de contenu concède aux GAFA, aux plateformes, le fait qu'ils seraient devenus les champions de l'économie de l'attention. Mais du coup, pour élargir, est-ce qu'aujourd'hui la presse, les médias historiques peut-être plus globalement,
ne s'est pas laissé entraîner sur un terrain dans lequel les règles du jeu sont posées par les autres, enfin, ou par ceux d'en face, entre guillemets, par les plateformes, en termes de KPIs, comme vous l'évoquez, en termes de mesures de performance, en restant sur des indicateurs de transformation immédiate et en abandonnant un peu la valorisation du branding, de la construction de la marque dans la distance, etc. Et puis, alors, Constance. Il y a beaucoup de plateformes s'automesurent, alors que nous, presse d'information généraliste, et c'est très important avec les travaux qui sont faits avec les différentes commissions de la CPM, travaillent sur les réseaux sociaux, sur l'efficacité. On se donne beaucoup de mal pour promouvoir et pour avoir des mesures d'audience qui évoluent de manière constante. Donc je pense que ça aussi, c'est à noter. D'un côté, vous avez des choses très puissantes qui s'automesurent, et de l'autre côté, vous avez un média d'information dans lequel il faut faire confiance. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être aidé aujourd'hui. Alors, il y a les aides publiques, les aides des annonceurs, mais c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Je fais une parenthèse. Des médias audiovisuels comme la radio ne sont pas du tout aidés publiquement non plus. Hein. Donc, on peut aussi s'en sortir avec ça. Je m'éloigne de votre question, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, voilà. Mais c'est vrai que tout le travail qu'on fait sur les mesures d'audience avec la CPM, je pense que c'est à noter et c'est quelque chose qui fait avancer, en tout cas j'espère, et qui fera avancer les médias d'information demain. Alors de fait, la presse, effectivement, a la particularité d'être, je crois, le seul média aujourd'hui dans lequel il y a une mesure unifiée du print et du digital, y compris site et appli, à travers les mesures de la SCPM. Mais ce qui manque pas au-delà, une étude, encore une fois, de performance, celles qui sont faites pour Demain la Presse, avec l'appui de la CPM et d'Equimetrix notamment, c'est du taux de transformation immédiate, du nombre de visites immédiates, etc. La valeur, le halo de notoriété, d'attachement à la marque, il est un peu impalpable et finalement pas très mesuré. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut... Peut-être... Pour compléter ou reprendre ce que disait Constance, on s'est quand même beaucoup laissé entraîner sur un terrain dont on n'avait pas défini les règles, et c'est ce que Jean-Nicolas disait aussi. Il y a des règles qui ont été fixées, et au fur et à mesure que les GAFA se développaient, ils les ont développées, écrites. Bon. Il y a une chose aussi, moi, qui me venait à l'esprit en vous écoutant, il y a vraiment ce côté « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il faut d'abord qu'on commence par s'occuper de nous-mêmes. Je le vois dans les différentes commissions. Je me fais régulièrement expliquer par Corinne Mregen, qui est là face à moi, le sens de tous les acronymes, de toutes les institutions dans lesquelles on se multiplie pour essayer de travailler sur audience, investissement plus. La fragmentation, c'est ce qui nous définit. Alors, Philippe, la fragmentation, elle a à l'origine quelque chose de bon qui est la diversité. Pas exactement incarné à mes yeux par l'oligopole, encore une fois. Mais nous sommes nés de la diversité, on a développé la diversité. Il y a des milliers de titres, heureusement, dans ce pays. On travaille ensemble. Je vais y venir. On parlait de la PHR, une famille de presse à laquelle je suis très attaché au titre de l'Alliance pour la presse, parce que c'est une famille vraiment importante qui est effectivement 6 millions de lecteurs par semaine et des titres pour une partie issue de la résistance, pas de l'occupation, de la résistance, et issue de l'évêché aussi, donc tout ça issu du monde agricole, enfin bon, la vraie diversité. Voilà. Mais on s'est laissé beaucoup écraser par des univers peu nombreux qui, au début dans la concurrence, ont éliminé à peu près tous leurs concurrents et sont devenus quasi monopolistiques dans leur domaine. Dans le search, 93% de part de marché, d'ailleurs heureusement, un journal ne peut revendiquer ce genre de part de marché dans les réseaux sociaux. Là où on doit avancer, et même si on a commencé, c'est dans le travail du collectif. Constance m'a invité à le dire, mais travailler sur des études qui mettent en valeur la puissance collective, travailler sur des études qui mettent encore mieux en valeur la force du contexte. Moi, je suis absolument convaincu que entre ceux qui vous disent Facebook, par exemple, Meta, on va toucher 4 fois par semaine 80% des Français, c'est génial. Non, ça n'est pas génial. Pour moi, ça n'est pas génial. C'est vrai que c'est puissant, c'est vrai que c'est facile, et c'est vrai que la facilité, dans cette maison, on peut le redire aussi, n'est pas la meilleure des écoles. Céder à cette facilité-là, c'est vraiment faire son petit boulot, se dire, je vais toucher 80% des Français 4 fois par semaine, le job sera fait. Non, le job n'est pas fait, parce qu'on n'a pas fait son métier d'annonceur, on n'a pas fait son métier d'agence, et on n'a pas fait son métier de support si on n'est pas capable d'offrir de la diversité constructive, du dialogue, de l'échange, pas des tunnels, pas des plateformes dans lesquelles éventuellement prospèrent, parce qu'on ne sait pas les contrôler, les extrêmes et les fake news aussi, qui sont totalement mortifères pour nous.
Donc, je pense qu'on doit continuer, et moi, ce que je voulais, encore une fois, souligner aujourd'hui, c'est qu'on doit travailler plus sur des systèmes d'interopérabilité, des initiatives communes en matière de commercialisation. On a déjà des sous-ensembles qui existent. Encore une fois, je pensais à la PQR qui le fait déjà. On peut le faire dans d'autres familles, mais pour ça, il faut ne pas céder à l'égoïsme, qui est un truc qui est permanent. Et c'est vrai que la presse, elle a beaucoup souffert de ça aussi, des chemins solitaires, des gens qui trouvent des petites solutions de leur côté, qui font des petites trahisons au quotidien, alors qu'il y a un collectif qui est supposé être à leur service, mais aussi qu'ils doivent servir. Donc ça se voit et ça se revoit régulièrement. Quand on parle de droits voisins, quand on parle de ces sujets-là, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un pour faire son petit truc dans son coin. Donc il faut trouver des solutions collectives, parce que sinon, on sera tout le temps en train de dire « moi, je vais peut-être m'en sortir de mon côté parce que je suis mieux financé, parce que je suis un meilleur héritier, mais d'autres ne s'en sortiront pas ». Et vraiment, je crois que si on n'a pas cette démarche cheville au corps de plus en plus, eh ben, on va continuer à être fragmenté, divisés et donc éliminés les uns après les autres tranquillement par des gens qui ne sont pas fragmentés et pas divisés. Donc il nous reste 5 petites minutes, mais message d'unité, message de aide-toi, le ciel t'aidera, donc de peut-être davantage d'initiatives collectives, davantage de moyens aussi pour chacun dans la façon d'animer son propre marketing, sa force de vente, etc. Et puis peut-être pour poursuivre, et là je vais faire un tour de table qui commencera par Jean-Nicolas Bellet pour lui confirmer qu'il aura eu 2 fois la parole. Des choses qui peuvent se régler entre professionnels, avec les agences, avec les annonceurs, sur les blocklists par exemple, le fait qu'elles soient régulièrement purgées. Et puis le gros sujet macro, préférence des annonceurs pour les médias d'information, jusqu'où, comment ça se traduit, éventuellement par une mention dans les rapports RSE, puisque ça a été mentionné, voire taxe à laquelle faisait référence tout à l'heure Nathalie Sonac. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est faisable? Jean-Nicolas Bellet, pour commencer peut-être ce dernier tour de table. Je crois que déjà la prise de conscience est très importante. C'est pour ça que dans mon premier propos, je disais il faut le comparer avec notre façon aujourd'hui de consommer. On est en train de faire évoluer notre façon de consommer et on accepte que sur nos actes de consommation, on puisse avoir des consommations plus chères parce qu'elles sont plus proches de chez nous, parce qu'elles vont avoir un impact environnemental qui va être positif. Et je crois que c'est la même chose quand on se parle de publicité. Il faut savoir ce qu'on fait. On peut choisir d'acheter un t-shirt pas cher parce qu'il est produit très loin et que on s'en fiche. Ou alors, on peut se poser la question de dire quel va être l'impact démocratique de la publicité qu'on va produire. Donc, il ne s'agit pas de faire de taxation, il ne s'agit pas de se dire qu'il n'y a aucune mesure d'impact derrière. Bien au contraire, nous, notre rôle, et on continue de s'améliorer là-dessus pour faire en sorte de mieux servir nos annonceurs. Et ça, c'est indispensable. On le fait depuis des années. Le groupe La Dépêche est un groupe qui a 153 ans d'histoire et qui vit depuis 153 ans avec la publicité d'un côté et les recettes de diffusion de l'autre. Et vous pensez bien que si on est toujours là aujourd'hui, si on est toujours indépendant et si on est rentable, c'est parce que justement, on arrive à bien le faire. Donc c'est indispensable de continuer de faire ça. On travaille pour ça avec nos annonceurs. On les connaît mieux depuis longtemps et le gros avantage, c'est qu'en plus, on est des êtres humains. Donc on peut se parler et avoir le plaisir de faire des colloques comme celui-là. Merci beaucoup, François-Xavier Lefranc. Vous avez dit tout à l'heure faire appliquer la loi. Est-ce que ça va, par exemple, jusqu'à une taxe sur les recettes publicitaires des GAFA? Est-ce que c'est simplement déjà s'occuper des droits voisins? Alors, à condition qu'il la paie, s'il y en a une qui est mise en place, parce que le problème souvent, c'est que les choses sont mises en place et puis c'est pas suivi d'effet. Donc, il faut en fait des politiques qui aient les mains de fer. Il faut faire appliquer le droit, et je le dis avec férocité. Il ne faut pas qu'on tolère. On est en train de tolérer l'intolérable. On a accepté l'inacceptable et on va le payer cher si ça continue comme ça. Donc, il faut des mesures fortes. Maintenant, je pense que le système idéal, on doit le bâtir ensemble. Je trouve une journée comme aujourd'hui, c'est formidable, parce que ça pose les bases aussi elles étaient posées les bases, mais on a besoin, avec les annonceurs, de bien comprendre, nous, leurs attentes. J'imagine qu'un annonceur, il a besoin d'audience, d'une audience de qualité, il a besoin d'un cadre de confiance pour poser l'image de sa marque. Et bien, nous, on a beaucoup d'arguments à avancer, nous, les médias, on a beaucoup d'arguments à avancer pour ça. Il faut innover, vive l'innovation, vive les nouvelles technologies, elles permettent tellement de choses. Eh bien, bâtissons ensemble un système dans lequel il y aura ce lien de confiance. Et je pense qu'on a vraiment des intérêts communs. Ça, j'en suis absolument convaincu. Fanny Delarue, est-ce que sur le marché du dernier kilomètre, il y a des mesures particulières à prendre, qu'elles soient entre professionnels ou d'un point de vue légal et juridique?
Moi, j'aime bien l'idée du crédit d'impôt. Parce que ça peut toucher toute la typologie des annonceurs, pas que les gros, mais aussi les petits, parce que nos territoires sont quand même composés de plein de commerçants, plein d'artisans qui ont besoin de faire connaître leur savoir-faire. Donc je pense qu'un système de crédit d'impôt pourrait être une bonne solution. Alors bien sûr, la préférence, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que sur les territoires, au-delà de l'aspect démocratie, c'est quand même des emplois. Les gens qui font vivre vos bouclards, ce sont quand même les gens sur les territoires. Et si demain ils perdent leur emploi, eh ben, ils n'auront plus les moyens de vous payer. Donc, Pardon, juste pour préciser, le crédit d'impôt bénéficierait à qui et sur quel type de dépenses? Alors, sur les dépenses au niveau des médias, donc quels qu'ils soient, médias locaux, de préférence, bien sûr, mais surtout auprès des professionnels, auprès des entreprises. C'est-à-dire que lorsque j'investis dans un média, avec des critères de RSE à définir, ils pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt, comme on le fait très bien sur les crèches interentreprises, comme on le fait très bien sur d'autres services. Donc, quand moi, annonceur, j'investis dans le Oui. messager, et sous réserve que le messager offre une publicité responsable, j'aurai 30% de mon investissement qui serait pris en charge par l'État. Exactement. Ok, on ne va pas prolonger là parce que je suis déjà presque dans le rouge en termes d'horaire. Constance? Moi, je préférerais convaincre plutôt de contraindre. Mais s'il faut contraindre, il faut que ce soit efficace, quoi, voilà. Et donc, s'il faut prendre le glaive plutôt que la caresse, ça serait une taxe, ça serait... Ce serait plutôt une taxe, quelque chose comme de la RSE, enfin, voilà, autour de ça, en tout cas. Pierre, finalement. Oui, taxe RSE, je ne sais pas si tout le monde ici voit ce dont il est question, mais c'est une question de cohérence aussi. On ne peut pas toute la journée, quand on est grand annonceur, moi j'appartiens aussi à un très grand annonceur, exciper de tout ce qu'on fait de bien pour la planète, l'ESG, et au même moment investir massivement dans des gens qui ne paient pas d'impôts dans le pays, par exemple. Il y a une incohérence tellement forte, tellement évidente, donc que ça soit réconcilié, qu'on publie des rapports d'engagement dans lesquels on dit on est engagé et responsable jusqu'au bout, pas uniquement dans certaines parties. Je pense que ça serait une très belle incitation. On parle parfois de name and shame, c'est aussi l'occasion de le rappeler. On ne peut pas investir massivement chez des gens qui ne se comportent pas bien, profondément bien, à différents points de vue, et y compris aux yeux de l'État, lequel lui-même d'ailleurs pourrait cesser d'investir publicitairement dans les supports des plateformes, tout en disant... Donc pour parler plutôt... Pour parler en termes de name and praise, l'idée serait, Pierre, si je la comprends bien, que les grands annonceurs, en tout cas qui sont cotés et qui publient des rapports RSE, indiquent dans ce rapport RSE, à gros traits, et non pas support par support évidemment, comment ils ont alloué leurs investissements de l'année. Il y a un chapitre dans leurs énormes rapports d'engagement très très détaillés, un chapitre dans lequel il serait décrit comment se répartissent leurs investissements publicitaires. Quelle partie va financer la presse de premier rang démocratique, la PHR, la PQR, la PQN, la presse magazine, la presse fusée? Comment contribue-t-il à cette diversité-là de l'écosystème dans lequel ils opèrent? Parce qu'encore une fois, si un jour la démocratie faiblit, l'économie faiblira aussi et personne n'en sera mieux portant. Et que l'État donc s'applique la même obligation de transparence d'une part, de fléchage de l'autre. Juste de formuler ce souhait que la main droite de l'État n'ignore pas ce que fait la main gauche. On ne peut pas essayer d'imposer une fiscalité à des gens qui sont très très réticents et de l'autre côté investir massivement chez eux. Ça paraît pas très cohérent. Merci beaucoup à vous cinq. On a 3 minutes de retard, mais l'enjeu les valait.